Mesdames, Messieurs, chers amis, la chaire du Louvre ouvre son 3e cycle de conférences. Après avoir interrogé les représentations de l'Égypte ancienne avec Yann Assmann et les figures du dieu des peintres et des sculpteurs dans l'art religieux chrétien avec François Boeufteloup, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir, nous allons poursuivre cette enquête sur les œuvres d'art du monde entier et leur signification actuelle avec une historienne de renom, spécialiste de la Chine. C'est dire que nous restons fidèles à notre programme, accueillir à l'auditorium des synthèses, qui sont des synthèses inédites, savantes, créatives, favoriser les rapprochements transdisciplinaires, permettre la rencontre du grand public avec des personnalités d'exception. Et enfin, constituer à partir de ces expositions une collection de références coéditée par le Musée du Louvre et les éditions Azan. Pour cette nouvelle édition de la chaire du Louvre, je suis heureux d'accueillir une éminente sinologue, Danielle Elisséeff, chercheuse, enseignante auprès du CNRS, puis à Tokyo dans le cadre de la Maison franco-japonaise, à l'École des hautes études en sciences sociales et enfin à l'École du Louvre. Vous avez exploré, chère Danielle Elisséeff, la culture chinoise et extrême-orientale sous ses multiples aspects, pensée philosophique, histoire de l'art, mais aussi des idées et des échanges culturels, archéologie, jusqu'à l'art des jardins et au statut de la femme en Chine. Nous vous devons une vingtaine d'ouvrages de référence, un grand nombre d'articles et quelques synthèses magistrales. Vous nous confiez cette fois à une incursion à travers la forêt de signes et les multiples motifs de l'art chinois, à la découverte d'une des notions les plus essentielles, d'une des notions les plus méconnues de cette civilisation 2 fois millénaire, la transformation, l'hybridation des formes qui ouvre sur l'exploration de tous les possibles. Il fallait non seulement, chère Danielle Elisséeff, votre science, votre expérience de passeur de culture, mais également, et c'est quelque chose qui me touche chez vous, votre sens poétique et votre originalité d'esprit pour nous guider dans ce singulier périple. Je tiens enfin à remercier le mécène fondateur de la chaire du Louvre, Henri Schiller, pour son soutien fidèle. Nous vous accueillons, chère Danielle Elisséeff, sur la scène du Musée du Louvre, qui, pour les 2 semaines à venir, sera votre maison. Bienvenue. Mes chers amis, vous imaginez aisément quelle peut être mon émotion. Et c'est un rêve quasiment de petite fille, moi qui venais au Louvre, amenée par mon père quand j'étais tout enfant, et me retrouver aujourd'hui ici devant vous, présentée par le président directeur du Louvre. C'est une émotion profonde et je voudrais pas m'attarder dans les préliminaires, mais tout de même profiter de l'occasion pour dire quel plaisir j'ai eu depuis 1 an à préparer ces rencontres dont je ne sais pas ce qu'elles vous apporteront, mais à moi, elles m'ont énormément apporté grâce à toute l'équipe, justement, de l'auditorium du Louvre, qui m'est très cher au cœur et qui représente une étape finalement importante dans ma vie. Alors, maintenant, si vous le voulez bien, sur un mode plus léger, je vais peut-être vous dire de quoi je vais essayer de vous parler, puisque notre sujet, il est extrêmement mal défini, les hybrides. Mais qu'est-ce qu'un hybride? Chez nous, nous avons tendance, bien sûr, nous savons que nous sommes nous-mêmes des hybrides, que notre vie est faite de croisements, de transformations, de chocs et bien sûr de rencontres. Mais un hybride, pendant longtemps chez nous, nous l'avons confondu avec un monstre. Et en réalité, ce n'est pas notre sujet de ce soir. Notre sujet de ce soir, ce sont des formes éphémères et mutantes, mais qui justement ne sont pas des monstres. Ce sont des formes qui, dans l'univers chinois, changent et surtout expriment l'énergie créatrice qui traduit
le souffle qui, dans l'esprit de la philosophie chinoise antique, anime tout l'univers sous toutes ses formes et doit ainsi créer la vie. Donc nous sommes très loin des métamorphoses des dieux grecs, par exemple, très loin, je pense comme médiéviste à l'origine, puisque j'étais médiéviste, je pense à l'Ovide moralisé de Pierre Bersuire au XIVe siècle et aux métamorphoses qu'il met en scène et qui montrent comment des méchants hommes deviennent des animaux ou prennent un certain nombre de caractères animaliers et qui transposent le merveilleux païen dans l'univers chrétien. Ce n'est pas bien sûr notre sujet aujourd'hui. Notre sujet est celui de la quête d'un autre système de pensée qui considère que l'immortalité, qui est finalement ce qui est le plus cher au cœur de tous les hommes, où l'espoir de l'immortalité ne peut naître que de la transformation et que la meilleure façon, comme d'autres l'ont dit chez nous aussi, la meilleure façon de rester soi-même et de rester vivant, c'est d'évoluer, de changer constamment. Alors maintenant, donc, je vous propose bien sûr un parcours en images et qui se sert des images de l'archéologie, mais qui ne prétend nullement être un cours d'archéologie. Un parcours en images également et qui reprend les thèmes qui sont développés dans le livre, mais puisque nous sommes ici en présence les uns des autres et puisque précisément nous avons relativement une grande quantité d'images à notre disposition, eh bien ce parcours explore les mêmes voies que le livre, mais d'une façon quelque peu différente. Donc ne vous en étonnez pas, si vous ouvrez le livre, vous retrouverez des choses comparables, mais pas exactement les mêmes. Alors nous commençons par une très belle variation du calligraphe Yeshin sur le thème du dragon, qui va devenir une espèce de fil rouge, vous verrez, au long de nos rencontres. Et cela nous amène à peut-être ce qui nous permet, ce qui en tout cas pour moi a été le début de ma réflexion sur les hybrides, quand Monica Preti-Amar m'a appelée et qu'elle m'a demandé si j'avais un sujet qui me tenait à cœur. Ma première réaction a été oui. Je suis obsédée par les dragons, non pas les dragons des jeux vidéo, ni celui qu'on voit sur le dos des blousons des motards, mais par le dragon chinois qui identifie finalement un pays qui est un marqueur d'identité extraordinaire, soit en Chine même, comme vous le voyez ici, au temple de Confucius, tous ces dragons qui montent à l'assaut du portique marquant l'entrée du temple, ou bien... Attendez, j'ai une vision un petit peu différente sur l'écran de contrôle et l'écran réel, d'où ma réaction, je ne suis pas encore tout à fait habituée. Ou bien ces dragons qui, en haut à gauche, forment un écran à l'intérieur des dragons créés en 1773, qui forment un écran à l'entrée de l'un des quartiers les plus importants de la cité interdite, du palais impérial à Pékin. Et puis, vous voyez en bas à droite un autre marqueur de similitude qui doit être familier aux Parisiens que vous êtes. C'est l'un de ces chiens dragons, ces créatures justement hybrides qui marquent l'entrée du musée Cernuschi à Paris. Et c'est là où j'ai eu la révélation de ces créatures changeantes. Donc l'une des raisons aussi de nos rencontres est de vous rappeler que nous avons 2 grands musées parisiens absolument merveilleux pour présenter l'art chinois, le musée Guimet et le musée Cernuschi. Donc ce dragon, il suffit de le voir quelque part dans le monde pour identifier aussitôt
une présence chinoise. Alors, quel est ce dragon? Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, cela, vous allez les voir naître, se développer peu à peu au cours de nos 4 premières rencontres, et vous comprendrez pourquoi le dragon chinois est une créature très différente de celui que nous connaissons chez nous, et que Saint-Georges et Saint-Michel, dans les salles du Louvre, n'en finissent pas de terrasser. Le dragon chinois n'est pas une créature du mal, même s'il peut avoir des aspects maléfiques. Il est l'équivalent de la nature. Il est aussi fort et aussi protecteur. Il est la source de la vie. Donc c'est un marqueur de similitude. Et puis évidemment, en contrepoint, et je me suis interrogée, je me suis demandé ce qui marquait chez nous notre réalité européenne, ou en tout cas française, et je suis tombée bien sûr sur l'image de la République, et de la croix, en fait l'image, pas de la République, mais de la liberté qui guide le peuple, et qui m'a renvoyée à cette idée que chez nous, les symboles prenaient une forme humaine, alors qu'en Chine, les symboles vont plutôt chercher leurs différentes parties dans le monde animal, mais un monde animal que nous allons justement explorer aujourd'hui. C'est le thème de notre première rencontre, une sorte de petit essai d'inventaire vers lequel nous allons nous diriger bientôt, essai d'inventaire de formes anciennes que nous suivrons jusqu'à l'aube du premier millénaire avant notre ère pour aujourd'hui. Et puis, de séance en séance, nous verrons de cet inventaire se distinguer un certain nombre de formes. Nous verrons également en apparaître d'autres. Et nous nous demanderons lors de la 4e séance ce que ces formes deviennent au XXe siècle et même au XXIe, puisqu'elles continuent d'inspirer les artistes. Alors, avant de commencer ce parcours, je voulais vous rappeler que l'hybridation, donc nous savons qu'elle est à la source de la vie, qu'elle est aussi à la source de l'histoire chinoise, et simplement pour jeter un clin d'œil vers des questions actuelles, je voulais vous rappeler que même si nous avons tendance à prendre la pensée chinoise avec un grand P comme une sorte de phénomène monolithique à l'intérieur duquel nous voyons surtout d'ailleurs, et nous avons vu très longtemps, j'y reviendrai dans un instant, les questions liées à la personne de Confucius et à l'organisation de la société, je voulais vous rappeler que cette pensée chinoise qui nous paraît totalement autre, qui effectivement nous oblige à regarder l'Eurasie de par l'autre bout de la lorgnette, cette pensée chinoise, elle s'est tout de même trouvée confrontée depuis des temps très anciens à d'autres formes, non seulement de philosophie, mais aussi de religion. Et très brièvement, et sans entrer dans ce sujet qui n'est pas le nôtre, j'ai eu plaisir à vous présenter la mosquée, la célèbre mosquée de Xi'an, qui a été fondée en 742, donc vous voyez, même avant Charlemagne. Et vous savez que le monde, la pensée musulmane imprègne aujourd'hui une partie importante de la société chinoise, et qu'il y a d'ailleurs un groupe humain considéré par l'organisation administrative chinoise comme une minorité, entre guillemets, ou du moins comme une population, qui est le groupe des musulmans. Et autre contact, bien sûr, c'est le contact avec le christianisme sous la forme nestorienne, et dont l'existence est matérialisée, dont la présence en Chine est matérialisée à la fin du même siècle. Voici cette très célèbre stèle de Xi'anfu qui atteste en syriaque et en chinois la présence d'un enseignement chrétien sous la forme très particulière du nestorianisme, mais tout de même un enseignement chrétien qui était connu, diffusé et suffisamment répandu à Xi'an, donc qui s'appelait à l'époque Chang'an, qui était la capitale de l'empire de la dynastie des Tang, qui régnait à ce moment. Nous sommes toujours à peu près à l'époque de Charlemagne. Eh bien, cette religion, cette forme particulière de la pensée chrétienne était suffisamment présente
pour donner lieu à une stèle. Vous savez que tous les textes sacrés, tous les textes importants du corpus universitaire, par exemple chinois ancien, sont gravés sur des stèles. Et un texte devient un texte mémorable, un texte classique, à partir du moment où il fait l'objet d'une gravure sur pierre. Donc tout ça pour rappeler que, et contrairement à ce que l'on croit parfois en lisant certains auteurs du milieu du XXe siècle, et la Chine a été confrontée, et je ne vous parle pas du zoroastrisme, ni du masdéisme, nous allons plus tard parler du bouddhisme. Donc l'univers chinois est un univers mixte, même si nous avons l'impression aujourd'hui qu'emporté par un système de représentation très particulier, et il ne l'est pas. Alors, pour en revenir à ce monde des rencontres et à nos 2 musées parisiens, et je vous présente, j'ai cru devoir vous présenter bien sûr les portraits de Henri Cernuschi, qui a légué donc son immeuble et ses collections à la ville de Paris, et puis donc le banquier italien Henri Cernuschi, et à droite le célèbre industriel lyonnais Émile Guimet, et à l'origine des musées du même nom. Et c'est donc dans les salles de ces musées que vous pouvez apprécier des motifs comme ceci, qui traduisent, qui sont intéressants, parce qu'ils traduisent une gestion, j'allais dire une gestion de l'iconographie qui est très particulière à la Chine. Alors, quel est le sens de ces motifs? On va en parler plusieurs fois, sans être forcément extrêmement convaincants, puisque ce sont des motifs qui apparaissent vers 1500 avant notre ère, mais qui ne sont définis ou du moins évoqués dans des textes que beaucoup plus tard, vers 300 ans avant notre ère, et même plutôt vers 200 ans avant notre ère, voire vers les environs de notre ère. Donc il est très difficile, et ça je le redirai 50 fois, vous le savez aussi bien que moi, il est très difficile d'interpréter des motifs pour lesquels il n'y a pas de texte, puisque par définition nous ne savons pas grand-chose de la mentalité des hommes qui les ont créés, ni donc de ce qu'ils voulaient dire. Mais ce que moi j'y vois, et ce qu'y voient d'ailleurs tous les archéologues, c'est une capacité particulière des créateurs chinois pour fabriquer des formes qui soient à la fois combinatoires et vivantes. Alors, je m'explique. Vous regardez ici, vous voyez cette forme, vous avez l'impression de voir un masque avec 2 yeux, donc une créature, un mufle, donc une sorte d'animal, et qui a en tout cas un mufle, et dont on ne voit pas la mâchoire inférieure, et puis sur le côté il a des oreilles, et ici, pardon, la flèche n'a plus l'air de marcher, enfin en haut, attendez, voilà, ici il a des sourcils. Donc vous avez l'impression que c'est un sujet cohérent, et ça l'est indéniablement. Mais si vous cachez un œil, ou bien si vous regardez chaque moitié de l'image, vous apercevez que ici, autour de cet œil, il y a un personnage, comment dire un personnage, une créature qui vit avec une queue, une corne, une gueule ouverte et une patte. C'est un dragon, une forme primitive et ancienne du dragon qui se combine, donc un dragon passant vers la droite, ici un dragon passant vers la gauche, et les 2 mis ensemble forment un nouvel être. Mais chaque constituant de ce masque ou de ce nouvel être peut reprendre sa liberté, et il sera toujours vivant. Et cela, au passage, c'est l'un des éléments fondamentaux de l'art chinois en général. Vous en voyez une autre manifestation ici, avec également des choses extrêmement intéressantes qui seraient à trouver sur ces motifs de fond
qui représentent des spirales, tantôt tournant vers la gauche, tantôt tournant vers la droite. Et je suis à peu près sûre que si l'on regardait bien sur certains bronzes, on verrait apparaître, en notant quelles sont les spirales dextrogire ou les spirales sinistrogire, on verrait, et en les pointant, on s'apercevrait qu'il y a des cryptomotifs. Donc, c'est ce qui est fascinant, et c'est ce pourquoi je vous conjure, si le sujet vous amuse, de vous promener dans le musée Guimet et dans le musée Cernuschi. Ces bronzes qui, de loin, ont l'air, alors ils ont des formes animalières, ils ont des formes curieuses, sur lesquelles nous reviendrons, qui semblent à la fois étranges et familières, mais prenez le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, et vous vous apercevrez qu'il y a tout un monde qui a l'air fixe, puisqu'il est coulé dans le bronze indéniablement, mais ce monde fixe est prêt à bouger à tout instant, car en fait, il est là pour dire les mutations du monde. Alors, les mutations du monde, je crois que la première démarche, du moins il y a un texte de l'époque des Han, donc des environs de notre ère, et qui est une sorte de dictionnaire, de lexique, d'explique à la fois dictionnaire étymologique et historique de la langue chinoise, un premier dictionnaire qui s'appelle le Shuowen Tieze, donc l'explication des caractères. Et c'est dans ce texte que l'on trouve une référence très claire à la mutation, en disant que rien n'explique mieux le monde que le caractère insecte, qui signifie en chinois insecte. Bon, alors je ne l'ai pas mis à l'écran, et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font du chinois, mais je pense que Yexin, lors de notre dernière séance, va faire vivre des insectes calligraphiques et en images pour nous. L'insecte, ou la catégorie des insectes, est quelque chose d'extrêmement important dans la pensée chinoise. C'est l'une des sources de l'explication de ce qui pourrait devenir une forme d'immortalité. Alors je l'ai matérialisé, attendez, voilà, je l'ai matérialisé par ces deux images prises par un entomologiste distingué qui vous montrent les mutations d'une libellule et comment elle passe d'un corps à un autre, enfin, elle donne l'impression, je dis sûrement des horreurs pour un spécialiste des insectes, mais pardonnez-moi, elle passe d'un corps à un autre, elle donne l'impression de mourir. Vous voyez là où ces carcasses vides qui restent accrochées aux feuilles, mais il en est un nouvel être encore plus beau. Et c'est ça le sens de la vie et le sens de cette réflexion à la source de cette énorme vague de la pensée chinoise que l'on appelle aujourd'hui le taoïsme, et dont vous avez, je crois, entendu parler, ne serait-ce que par une très belle exposition qui a eu lieu l'année dernière au Grand Palais à Paris. Alors, voilà pourquoi maintenant en venons-nous à ces images, parce que nous rencontrons là un personnage dont nous verrons qu'il va avoir des répercussions fort lointaines, mais je ne vous le dis pas tout de suite. Ce personnage, c'est celui qui, dans l'Antiquité, pratiquait la divination. Dans une Antiquité qui n'est pas très ancienne, cela commence d'une façon développée à partir de la fin de cette dynastie antique que l'on appelle la dynastie des Shang, qui a régné en gros de 1500 à 1050 avant notre ère. Mais ce thème de divination très particulière, dont je vous dis un mot tout de suite, ne se développe pleinement que à la fin de la période, vers 1200 avant notre ère. Et c'est dans ce cadre qu'apparaissent de premiers signes qui se développent et qui, quelques siècles plus tard, au début du premier millénaire avant notre ère, et plus on avance dans le premier millénaire, plus cela devient évident, donc ces premiers signes se constituent en écriture, ce qui signifie que l'écriture chinoise que nous connaissons aujourd'hui, elle est née dans le Henan, c'est-à-dire la région moyenne de la vallée du fleuve Jaune,
Et dans le cadre d'une société organisée, structurée, hiérarchisée, développée, suffisamment riche pour entretenir, entre autres catégories sociales, une classe de devins qui dispose d'éléments importants qui sont, dont l'une des manifestations est la possibilité d'élever et d'abattre de gros animaux comme des bovidés et des tortues pour se servir de leurs os ou de leur ventre pour pratiquer la divination. Alors juste un mot sur la divination, parce que vous verrez que ce personnage du devin, il n'est pas lui-même un hybride, mais il va provoquer une hybridation étrange à la fin du XVIIe siècle avec un philosophe européen. Enfin, bien sûr, je saisis un symbole, je force le trait, mais il y a tout de même un fond de vérité très réel. Alors, que fait le devin? Il se sert de ses os en appliquant en des points précis que vous voyez figurer là, qui sont légèrement excavés. Il applique un tison incandescent. Ce tison incandescent posé sur l'os ou sur le ventre de tortue provoque non seulement des craquelures, mais provoque aussi de la fumée et un son. Ce qui fait que les hommes de ce temps avaient l'impression que quelqu'un parlait de l'au-delà. Et alors, me direz-vous, pourquoi voulait-il absolument parler à l'au-delà? Eh bien, c'est parce que ces hommes, comme nous-mêmes, avaient parfaitement conscience qu'il se passait des choses qui étaient bien au-delà d'eux, qu'ils ne pouvaient pas connaître en cette vie, et qu'il fallait donc faire référence à plus puissants qu'eux. Ces plus puissants qu'eux comportaient certainement des divinités, mais ce dont on est sûr, c'est que parmi ces plus puissants qu'eux se trouvaient surtout les ancêtres. Vous savez que c'est le lien principal de la société chinoise. Vous avez vu, enfin ceux qui connaissent la Chine ont vu comment, en l'espace de quelques années, depuis l'époque de Deng Xiaoping, les cérémonies en l'honneur des morts ont repris de l'importance, bien qu'elles aient autrefois été interdites à l'époque de Mao. Donc c'est le lien charnel qui nous permet peut-être de connaître ce qui se passe après cette transformation, qui n'est sans doute pas la dernière, et qui est la mort. Et donc, l'oracle, pris ainsi en faisant apparaître ce jeu de fumée et ce bruit qui jaillit comme une parole, eh bien, cette forme d'oracle et s'adresse aux ancêtres. On leur pose une question, les oracles répondent. Alors maintenant, je laisse le devin. Simplement, je vous ai apporté cette image pour vous montrer un ventre de tortue, et puis pour évoquer cette idée qui a beaucoup été développée par le grand sinologue, le professeur Van der Merch, il y a déjà assez longtemps, et qui s'appuie sur l'archéologie, qui est que ces objets n'étaient pas jetés. Après, ils étaient conservés. Il y avait donc des fosses sous les palais dans lesquelles, pour en faire on ne sait pas quoi, on n'a aucune trace écrite, donc aucun moyen de savoir ce qu'on en faisait, mais ce qui est certain, c'est que ces oracles étaient conservés, ils avaient donc une importance réelle. Alors maintenant, pourquoi je vous parle du devin comme d'un élément qui va créer un hybride? Eh bien voilà pourquoi. Et puis après, nous commencerons enfin le petit essai d'inventaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ces répercussions lointaines, elles commencent dès la seconde moitié du XVIe siècle, c'est-à-dire dès le moment où les Portugais sont bien implantés, commencent à être bien implantés à la périphérie de la Chine. Elles commencent surtout, ces répercussions, à prendre de l'importance quand le père Matteo Ricci, dont tout le monde a fêté le 400e anniversaire de la mort l'année dernière, eh bien, le père Matteo Ricci, dans les années 1580, réussit non seulement à s'implanter en Chine, mais à aller jusqu'à Pékin, où il meurt en 1610. Et à partir de ce moment, les pères des missionnaires étrangers, les pères jésuites,
se présentent en Chine, réussissent à trouver une petite place à la cour déjà très finissante de la dynastie des Ming, et qui disparaît en 1644. Et ces pères missionnaires envoient régulièrement des rapports en Europe. Et c'est à travers ces rapports en Europe, vous le savez tous, je pense, que des gens comme Montaigne découvrent un autre système de pensée, mais surtout un autre système d'organisation sociale. C'est ça qui frappe beaucoup les Européens à l'époque. C'est un système qui théoriquement est fondé sur, je dis bien théoriquement en soulignant 3 fois, qui est fondé sur la méritocratie plus que sur la naissance. Et donc, dans les royautés européennes, cela fait grand bruit. Alors, je saute gaillardement un bon siècle pour arriver en 1687, et quand un jésuite flamand, le père Philippe Couplet, revient en Europe et publie un énorme opus latin qui est publié dans plusieurs capitales européennes, mais sous l'autorité, qui présentait d'abord à Paris en 1687, donc sous l'autorité de Louis XIV, et le livre est dédié à Louis XIV. C'est la première traduction latine des entretiens de Confucius. Alors je vous rappelle les dates de Confucius, pour le cas où vous l'auriez oublié. Théoriquement, il est né en 550 ou 551 avant notre ère, et non moins théoriquement, il est mort en 479 avant notre ère. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le tournant de l'an 500 avant notre ère. Il est à la charnière de ce moment où la civilisation chinoise développe l'écrit, c'est-à-dire où toute la tradition de savoir oral est en train d'entrer dans l'écrit, et c'est pourquoi la tradition veut, ou la légende veut, que le principal travail de Confucius ait été de transcrire le livre, tous les classiques, c'est-à-dire les récits historiques, les traités sur les rites, les traités sur la musique, etc. Tout ce qui faisait le savoir depuis des générations et des générations, depuis 1000 ans, il l'a écrit, ou du moins c'est à son époque que commence à se développer l'écriture, non pas sous une forme un peu aléatoire, mais d'inscription dans les bronzes ou sur des supports oraculaires, mais sous la forme de textes qui sont écrits, nous verrons comment, sur différents supports, notamment sur des lames de bois ou de bambou. Alors, Confucius est un homme qui, à part donc ces textes hérités de ces récits oraux qu'il aurait transcrits, n'a rien écrit de lui-même. Mais il a beaucoup enseigné, il a réfléchi sur la position de l'homme dans la nature, sur le sens de sa vie, sur ce qu'était être un homme, où passe, nous dirions nous, où passe la césure entre l'homme et l'animal, entre toutes les formes de vie. Et ce sont ces paroles que, longtemps après sa mort, ses disciples, plus exactement les petits-fils de ses disciples, ont mises justement sous une forme écrite. Alors, bon, je ferme la parenthèse Confucius, nous la rouvrirons plus tard, et simplement, je reviens à mon problème d'hybridation que je vais enfin vous dévoiler. Donc, dans cette traduction latine de Confucius, qui plus tard, au XVIIIe siècle, va donner sous l'égide d'un digne membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'appelle Étienne Fourmont, va donner lieu à une publication d'une première grammaire chinoise avec des caractères chinois plus ou moins bizarres, mais tout de même pas si mal réussis, qui ont été gravés à Paris en copiant, bien sûr, en faisant copier par des Français ou certains graveurs suisses, graveurs sur bois, et faisant copier des textes chinois envoyés par les missionnaires. Donc, vous voyez la répercussion de ce Confucius Sinarum Philosophus, donc et la science chinoise transmise, la science au sens ancien, c'est-à-dire la sagesse chinoise de Confucius transmise en latin par les jésuites, cela a un grand impact. C'est juste une incise, au passage, c'est à l'origine de la naissance de la sinologie française,
qui a joué un rôle fondamental dans le développement de la sinologie européenne et par là même occidentale. Mais en seconde partie de ce volume, je reviens en 1687, se trouvent également d'autres choses qui sont des textes et des emblèmes comme celui-ci, qui sont tirés d'un ouvrage dont l'origine remonte au début du premier millénaire avant notre ère, mais qui n'est connu d'une façon transcrite ou écrite que par des versions beaucoup plus récentes, d'un millénaire plus tard, en gros, et les spécialistes discutent pour savoir quelles sont les plus anciennes versions textuelles du Yiting, puisqu'il s'agit de ce fameux livre qui est souvent aujourd'hui maltraité par les diseurs de bonne aventure, ou du moins utilisé, ne soyons pas méchants, par les diseurs de bonne aventure. Mais à l'origine, cette série, je ne dirais pas de textes, même si après s'accrochent des textes qui tentent de l'expliciter, c'est une série d'éléments formés, vous le voyez à l'écran, de lignes complètes et de lignes brisées, qui tentent de mettre en système l'univers tel que le perçoivent les hommes, au moins depuis le début de la dynastie des Zhou, qui est la deuxième grande dynastie royale de l'Antiquité chinoise, qui prend le pouvoir vers 1050 et avant notre ère. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce système définit le monde tel que pouvaient le percevoir les gens de l'époque, dans un univers qui est absolument en dehors de la révélation. Ça, il ne faut jamais l'oublier quand on approche les systèmes de pensée chinois. Il n'y a pas Moïse recevant les tables de la loi. Nous ne sommes pas dans les religions, les trois grandes religions du livre méditerranéen. Nous sommes dans un système de pensée plus ancienne, si l'on veut, enfin différente. Je vous renvoie à Lévi-Strauss, qui tente de comprendre le monde seulement avec des moyens humains. Et qu'est-ce que repèrent les hommes ? Eh bien, ils repèrent qu'il y a dans l'univers deux forces présentes. D'abord, il faut être deux, il faut être un homme et une femme pour porter un enfant, pour créer un enfant et le porter. Il faut, pour que la vie existe, il faut l'ombre et la lumière, le soleil et la lune, l'eau et le feu, etc. La terre et le ciel, c'est un univers binaire. Et c'est de cet univers binaire que rendent compte les fameuses hexagrammes que je vous présente ici. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets extrêmement compliqués, donc je passe rapidement. Simplement, un dernier mot sur la façon dont s'articulent ces énergies binaires. Ces énergies binaires se mettant ensemble convergent, si vous voulez, vers ce qu'on appelle en chinois le Tai Chi, c'est-à-dire, on traduit généralement par le grand fait. Ce qui veut dire qu'il y a dans la pensée chinoise une forme de discours, ou du moins d'évolution, qui conduit vers quelque chose qui ressemble à une forme de monothéisme, mais qui a été souvent laissé un peu de côté parce que la pensée chinoise est aussi une pensée très pragmatique et les philosophes se disent souvent c'est pas la peine de réfléchir sur ce qui de toute façon est transcendant et bien trop au-delà de moi pour que je puisse le comprendre. Il faut développer une pensée qui puisse servir dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc ces hexagrammes permettent de dire quelle est l'organisation de l'univers tel que le perçoivent les devins, donc du premier millénaire avant notre ère, et puis tous les devins jusqu'au XXIe siècle. Et pourquoi les devins ? Parce que ces hexagrammes essayent de montrer que l'univers nous préexiste complètement, que tout est déjà prédéfini, et que donc ce que nous devons faire, c'est chercher à comprendre où est notre place. Alors je viens enfin maintenant à nos hybrides. Eh bien, c'est parce que... attendez, j'ai perdu le portrait de Leibniz, qui est absolument épouvantable. Où est-il ?
le voilà. J'en viens enfin à Leibniz. Vous avez dû vous demander pourquoi, si vous avez reconnu Leibniz au passage, vous avez dû vous demander pourquoi je mettais Leibniz au pied de Confucius, qui est représenté là. Eh bien, c'est parce que ce fameux Confucius Sinarum Philosophus a été lu, j'allais dire presque épluché avec passion par Leibniz, et qui a rêvé sur cet univers binaire, et qui s'est lancé dans la découverte du calcul binaire. Et je vous rappelle que le calcul binaire, c'est une façon de noter les chiffres, de noter les nombres. Oh là là, je fais des erreurs. C'est une façon de noter les nombres avec seulement 2 signes. Alors que dans notre notation habituelle, par exemple, utilise 10 signes. Et dans le système binaire, on a les mêmes nombres, parce que c'est un invariant de notre univers, mais on les note avec seulement 0 et 1. C'est ce que fait Leibniz, complètement fasciné par ce qu'il a vu, par ce système des hexagrammes qui conduisent pour lui vers le Tai Chi, c'est-à-dire pour lui vers Dieu. Il invente le système binaire. Et alors, évidemment, d'une façon poétique, c'est-à-dire un peu folle, et qui va faire bondir les physiciens et les informaticiens, je me suis dit que c'était là une hybridation extraordinaire, puisque vous savez tout ce que les ordinateurs doivent au calcul binaire. Il n'y a pas d'ordinateur sans calcul binaire. Alors je vous ai mis, pour vous amuser au passage, un petit tableau de correspondance pour vous montrer de 1 à 30 comment on exprime les nombres dans le système que nous connaissons et puis dans le système binaire. Mais donc, nos ordinateurs, notre vie actuelle, elle est aussi, d'une certaine façon, et du moins dans une petite mesure, le fruit de cette hybridation entre Leibniz, cet immense penseur, et un devin chinois qui devait travailler vers l'an 1000 avant notre ère. Alors, maintenant, donc fasciné par ce thème des rencontres et de ce que l'on peut trouver finalement dans ce monde des modes d'expression chinois de l'Antiquité qui nous semble, à première vue, que nous avions toujours tendance à traiter en forme de style, en disant c'est archaïque, c'est moins archaïque, c'est plus moderne, etc. Non, il y a, derrière cela, il y a des significations. Alors, maintenant, ces significations, quelles sont-elles ? Encore une fois, ce ne sont que des idées qui passent. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'écriture, il n'y a aucune certitude. Mais aujourd'hui, et pour nous amener à notre sujet de jeudi, je vous propose un inventaire des formes anciennes, en commençant par une carte que certains d'entre vous connaissent. C'est une carte prise au musée Guimet et qui vous montre les zones importantes où se sont développées je n'ose pas dire des systèmes de communication, mais en tout cas des ensembles de signes. Donc il y a la culture de Liangzhu, dont je vais vous parler dans un instant, la culture de Longshan, j'en parle dans le livre, mais là nous n'en dirons pas grand-chose. La culture de Hongshan, elle est très importante. Et puis vous retrouverez dans le livre aussi des choses sur cette culture-là, la culture de Yangshao. Et quand je vous parlais de la naissance de l'écriture, donc c'est dans cette région-là. Notre devin, il était là, et bien sûr, Leibniz, c'est bien, vous savez tous où il était. Alors, je commence par certaines formes très anciennes pour rappeler que cette idée, alors je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, parce que malheureusement, nos photos reçues de Chine ne sont pas toujours excellentes, et sont celles que l'on trouve aussi dans les livres, donc on peut pas. Et quand on essaye de photographier dans les musées, c'est à travers une glace, donc c'est encore pire. Mais ce que je voulais vous montrer ici, donc nous sommes là dans le cadre de la civilisation de Yangshao, donc une civilisation néolithique, disons très vivante, vers entre moins 5000 et moins 3500 ou 3000 avant notre ère. Et vous voyez déjà apparaître sur l'un de ces plats une créature étrange avec un corps
soit de ver, soit de serpent, mais si vous regardez bien sa tête, vous apercevez que l'animal a une gueule ouverte dans laquelle il y a des dents aiguisées, acérées, comme des dents de fauve ou des dents de crocodile. Donc mais ce n'est pas vraiment non plus un crocodile, et on n'est pas dans une zone où il y avait même à une époque ancienne des crocodiles. Et puis ici, vous voyez apparaître également au Gansu, donc dans le Grand Ouest chinois, une forme de ver, mais un ver avec seulement une patte ou deux pattes, un petit peu comme ce personnage, j'ose l'appeler ainsi, qui deviendra plus tard le dragon. Et de tout cela, donc là nous étions, mettons, entre moins 4000, 3500 avant notre ère. Et voilà que j'ai appelé cette image, vous le voyez peut-être, je l'ai appelée résurgence, parce que ça c'est un phénomène au passage que je vais évoquer plusieurs fois au cours de nos rencontres. C'est que si je plonge, et cela légitime pourquoi je plonge aujourd'hui dans cette très ancienne antiquité, pour vous amener finalement lors de notre 4e rencontre au début du XXIe siècle, c'est parce qu'il y a dans la société chinoise, qui se constitue lentement à travers des convulsions qui éclatent, qui n'est pas du tout ni monolithique ni prédestiné, contrairement à ce que pensaient les devins. Et il y a pourtant dans cette société chinoise des phénomènes de résurgence extraordinaires. C'est-à-dire que tout se passe comme si certains thèmes que l'on voit apparaître quelque part à un moment donné disparaissent, et puis ils ressurgissent un peu plus loin, 1500 ou 2000 ans plus tard. On ne sait pas pourquoi, comme s'ils avaient simplement, quelqu'un avait simplement fait glisser un curseur sur une chaîne, ou glisser la souris sur l'écran d'un ordinateur. Et c'est le cas vous voyez, je vous ai montré il y a un instant, en haut à gauche, ce dragon, ou appelez-le comme vous voudrez, cette créature enroulée, donc vers 4000 avant notre ère, vous la voyez vers 500 avant notre ère. Cette fois, dynastie des Shang, c'est ce qu'ils disent à Taipei, je pense que c'est un peu plus récent. En tout cas, au moins 1500 ou 2000 ans plus tard, cette fois-ci coulée dans le bronze et adaptée au format de ce plat. Alors pourquoi, comment un certain nombre d'archéologues m'ont dit qu'ils l'expliquaient par la présence, la découverte tout à coup de tombes anciennes qui étaient éventrées ou qui étaient pillées. Et à ce moment-là, les personnages vivants de ce temps regardent justement avec intérêt ces motifs anciens et s'en servent, les réincorporent dans leur propre système de signification. Mais c'est important parce que cela veut dire que quel que soit le sens de ces motifs anciens, on leur a précisément toujours donné du sens, c'est-à-dire qu'on ne les a pas regardés comme des choses bizarres ou des choses simplement décoratives. On les a réincorporés dans un système d'expression religieuse ou rituelle. Alors, maintenant, donc, poursuivons et nous revenons à l'embouchure du fleuve bleu, l'embouchure du Changjiang. Et pour ceux qui ne sont pas allés en Chine, au sud, c'est le delta du fleuve bleu, au sud de Shanghai. Et on y trouve des choses intéressantes qui remontent cette fois-ci très longtemps avant notre ère, là au moins 4000, peut-être même 5000 ans avant notre ère, dans cette zone qui est vraisemblablement l'un des lieux d'Asie orientale où naît la riziculture. Il y a certainement eu d'autres foyers, mais c'est l'un des foyers où naît la riziculture vers 5000 ans avant notre ère, dans le cadre d'un paysage, et c'est là où la notion de territoire est tellement importante et où elle s'inscrit dans la pensée chinoise. Donc nous sommes dans un delta, dans une région très chaude et humide, où se produisent des phénomènes de mascaret à cause des marées,
et où les terres sont tantôt inondées, tantôt mises en eau. Et vous savez que tout le système de la riziculture la plus courante fait usage de cette alternative tout à fait conforme au système binaire antique chinois de mise en eau et assèchement. Et ce système du yin-yang, comme on dit en chinois, yin c'est féminin, yang c'est masculin. Mais alors ça on le laisse, on le reprendra plus tard. Je vous montrais cela simplement parce que ce sont de premières apparitions d'êtres bizarres, comme ce personnage qui est là, ou bien ce genre de fourmilier qui a un œil. Vous voyez l'importance des yeux. Et si je vous montre les yeux, vous comprendrez plus tard. C'est parce que vous allez voir que le thème de l'œil, qui est représenté par deux cercles concentriques, va finir par prendre une importance extrêmement grande dans l'univers des symboles chinois. L'œil, vous le retrouvez ici, vers 3500 avant notre ère, dans la célèbre culture de Liangzhu, toujours au Zhejiang, donc toujours entre le sud et le nord du delta, au Zhejiang et au Jiangsu, donc entre le sud et le nord de la zone deltaïque du fleuve bleu. C'est une culture dont on n'a pas le temps de parler, évidemment, mais qui est caractérisée notamment par une très grande pratique et une très grande maîtrise de la taille du jade. Et c'est dans cette zone que l'on découvre le jade comme une matière mythique, une matière quasi magique, qui est associée à la protection des corps, qui est sans doute, là encore il n'y a pas d'écriture, on ne peut pas le savoir, mais qui est sans doute déjà conforme à ce que l'on connaît depuis la période historique du jade ancien en Chine, qui n'est pas forcément le jade ancien, ce n'est pas le jade des gémologues d'aujourd'hui, c'est toute pierre dure et délicatement veinée qui résiste au feu, qui est donc un symbole d'immortalité. Eh bien, on voit apparaître cela dans cette région, et ces pierres au travail extrêmement dur sont ornées de motifs étranges qui sont des motifs animaliers. L'homme n'apparaît pas ou pas souvent, sauf dans le cadre d'un motif comme celui-ci, qui peut vous paraître étrange, qui renvoie à toutes sortes de connotations dans le monde, mais que nous allons regarder un petit peu en détail. Alors d'abord, il y a un instant, je vous parlais des yeux en ayant évoqué ces deux cercles concentriques que vous voyez là. Ces yeux, vous les retrouvez ici, sous la forme de ces deux cercles concentriques, mais qui, depuis et qu'il existe des textes qui développent bien ces thèmes, c'est-à-dire malgré tout depuis la fondation de l'Empire. Vous savez que l'Empire chinois, il y a un grand bouleversement dans l'histoire chinoise lorsque l'ensemble des territoires qui constituent la Chine actuelle sont, ou le presque ensemble de ces territoires, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans la géographie historique, mais un certain nombre important de ces territoires constituent à partir de 221 avant notre ère l'Empire chinois, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'autorité d'un personnage, d'un grand conquérant qui est le premier empereur. Nous en parlerons une autre fois. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on se met à écrire, alors systématiquement, ce que l'on pense, ce qu'il faut considérer. On met en ordre toute la pensée et tout l'héritage de l'Antiquité. Et donc, on a des textes de cette époque, du IIe siècle avant notre ère, qui définissent très bien que ces cercles percés d'un trou sont des symboles du ciel, le ciel formant binôme, bien sûr, avec la terre, et à l'intérieur de ces cercles, le vide, enfin le cercle intérieur représente le vide, puisque s'il y a le plein, il faut qu'il y ait forcément vide, et cela nous conduit encore à évoquer un principe fondamental de la pensée chinoise, c'est que
tout est duel, c'est-à-dire que rien ne peut être perçu s'il n'y a pas son contraire. La vie existe, nous vivons parce que nous sommes mortels. Si nous étions intrinsèquement, dès l'origine, immortels, nous n'aurions peut-être pas conscience de la vie. Et tout est comme ça, tout est duel. Donc puisqu'il y a le solide, le dur, il y a forcément l'intouchable, le vide, et ce vide, il permet la vie, puisque c'est à ce moment-là aussi, donc à partir de ce moment où naissent les grands textes philosophiques, que l'on exprime que c'est dans le vide médian du ciel que s'unissent les forces féminines et les forces masculines, symbolisées par des dragons, et nous y reviendrons la prochaine fois, et que ces forces permettent la naissance, comme on dit en chinois, des 10 000 êtres, c'est-à-dire de tous les êtres. Alors maintenant, je reviens à mon personnage de Liang Zhu. Alors c'est pour vous dire que ces yeux que vous voyez que vous avez vus tout à l'heure sur les flancs des vases de Remutu ou bien sur quelques jades de Liang Zhu, ces yeux sont peut-être aussi, c'est la vue, mais c'est peut-être encore beaucoup plus que la vue. Alors maintenant, prenons cet individu. Alors lui, il est, si j'ose dire, il me fait plaisir parce que c'est un hybride parfait. Donc il a une tête plus ou moins humaine, il porte une grande coiffure que l'on imagine emplumée, mais on n'en sait rien. Donc ça, c'est un croquis qui a été réalisé bien sûr par des archéologues actuels à partir d'un jade, mais qu'il est difficile, enfin je n'en ai pas trouvé de bonnes photos, donc j'ai préféré montrer le croquis. Vous voyez donc un personnage qui est un peu bizarre, qui a de grandes mains, qui tient dans ses mains ces disques qui devraient représenter, qui donc après classiquement représentent le ciel, des formes de disques de jade, de telles formes de disques de jade, on en trouve en quantité dans les tombes des personnages importants de la culture de Liang Zhu. C'est donc un élément qui accompagne les moments importants de la vie, et Dieu sait si la mort en est un. Et puis, il a des jambes repliées, mais ses jambes sont un peu étranges. D'abord, il a une posture de batracien. Ensuite, ses orteils sont terminés de griffes, comme les serres d'un aigle. Donc, c'est un parfait hybride, mais après tout, on l'imagine bougeant et faisant tourner ses disques, sans doute, pour lancer diverses énergies. Mais maintenant, si vous prenez la peine si j'ose dire, le décortiquer, c'est-à-dire que même son élément de coiffure peut apparaître comme étant une créature vermiculée qui peut prendre sa propre vie. Et puis, la tête aussi, vous voyez sa tête cette fois-ci avec des cheveux, vous voyez son regard terrible, bon, vous le laissez s'envoler également. Et vous apercevez qu'ici, donc, il vous reste cela. Et à ce moment, vous ne voyez plus un personnage, vous voyez un visage avec des yeux, avec des sourcils, anciennement les bras du personnage, et puis le vêtement devient l'arête du nez, et le bas de la robe devient quelque chose qui ressemble à la bouche. Et ici, les griffes des pieds, appelez-les comme vous voudrez, peuvent représenter une sorte de petite barbe. Donc, si vous clignez un peu des yeux, vous voyez un être qui non seulement est déjà un hybride en lui-même, mais un hybride dont tous les éléments peuvent se décomposer et vivre leur vie indépendamment. Cela veut dire que donc dans plusieurs cultures de Chine, même très anciennes, il y avait ce principe que le motif, enfin ce que nous appelons le motif ou la représentation, est là pour dire des choses sur l'agencement de la vie. Alors voici maintenant une version taillée dans le jade, mais vous voyez, elle est moins lisible que celle représentée par les archéologues. Et puis, toujours, je disais tout à l'heure que j'allais souvent reprendre le thème des résurgences. Donc, nous étions là en 3500 avant notre ère. Nous voici maintenant au IIe siècle avant notre ère,
Donc, vous voyez l'énorme saut dans le temps, dans une tombe très célèbre du sud de la Chine, de la région de Canton, que l'on appelle la tombe du roi de Nanyue. Le Nanyue, c'est cet immense ensemble qui regroupait le sud de la Chine et la région de Hanoï, le nord-Vietnam actuellement. Et vous voyez ce très joli, petit, mais très joli motif de jade qui reprend le thème des 2 disques bi, comme on dit en chinois, on appelle ça des bi, les 2 disques bi qui évoquent le ciel et la terre. Alors maintenant, nous changeons complètement de région et nous allons dans le nord-est de la Chine et dans le cadre de ce que l'on appelle la culture de Hongshan. Donc c'est le nom d'une région où l'on a trouvé un certain nombre d'éléments comme ceci ou comme celui-ci, et qui sont des êtres très étranges et à plus d'un titre. Alors, vous voyez le principe, il s'agit d'un bloc de jade que le tailleur de jade a d'abord évidé ici, et puis qu'il a fini par couper, ce qui est absolument extraordinaire. Nous nous situons là, toujours vers 3500 avant notre ère, dans une société qui ne connaît pas le métal. Donc comment faire? Alors il y a un certain nombre d'archéologues modernes qui ont tenté des expériences assez concluantes. Donc ce que nous avons à retenir ce soir, c'est que cela peut se faire. Mais c'est quand même assez compliqué. Et puis le sommet de l'art, eh bien, c'est cette pièce complètement évidée. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le caractère de ce dragon de jade, enfin, qui est interprété aujourd'hui par les archéologues comme un dragon, parce qu'il faut bien nommer les choses. Et c'est une créature, il y en a un d'ailleurs très très beau au musée Guimet, et c'est une créature qui est donc évidée, percée ici, qui a une tête d'animal et un corps vermiculé. Et c'est pourquoi, et avec des cornes ou avec de grandes oreilles. Et souvent, les archéologues appellent cela le dragon porc, le dragon cochon. Mais on pourrait voir aussi des dragons béliers, des dragons moutons. Mais ce qui est important pour moi dans cette pièce, qui est effectivement les archéologues considèrent aujourd'hui que c'est l'une des formes anciennes de l'expression de cette créature qui va devenir le dragon, symbolisant tous les aspects de la nature. L'intérêt de cette forme, c'est que précisément, elle a une tête et une queue. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous voyez là, ce n'est pas un ouroboros. Vous connaissez tous l'ouroboros dans la civilisation égyptienne, dans l'Égypte ancienne, c'est un symbole du temps qui indéfiniment tourne sur lui-même. Le dragon, ou l'une des sources du dragon chinois, ne tourne pas sur lui-même. Il a une tête et une queue, c'est-à-dire qu'il peut idéalement, on peut imaginer, s'il est véritablement magique, qu'il s'ouvre, qu'il s'envole, il est maître de lui-même, il n'est pas enfermé sur lui-même. Et alors à gauche, nous avons mis une autre image qui représente un autre ouroboros qui se mord la queue, mais qui est déjà mêlé de cette forme du dragon chinois qui, passant en Occident, mais on la reverra plus tard, devient le symbole du mal. On ne sait pas trop pourquoi, d'abord parce que sans doute c'était une perception mal connue, mal reçue dans un univers qui avait le culte de la forme humaine, et de plus parce que même en Chine, il y a des légendes anciennes qui racontent que les dragons peuvent être terribles. Il y a dans certains fleuves ou dans certains cours d'eau des dragons méchants des dragons affreux qui demandent chaque année qu'on le jette pour les nourrir des jeunes filles, et dont ils se repaissent. Et donc ce sont des créatures qui ont une part de mal parce que, encore une fois, la nature n'est ni bonne ni mauvaise, ou elle est les deux à la fois,
tout est toujours duel dans l'univers de la pensée chinoise. Alors, vous l'avez compris, le dragon est chez moi une sorte d'obsession, ou du moins, je cherche la source de cette créature qui, aujourd'hui, envahit les bandes dessinées, les BD, non seulement des adolescents, mais également celles des adultes. Et il se trouve de plus que l'archéologie favorise mes folies, puisque des découvertes relativement récentes, je parle fin des années 80, vous savez que en archéologie, le temps peut passer lentement, et on découvre dans un site que l'on imagine, donc dans un site de Chine du Nord, que l'on date à peu près de 4000 avant notre ère, on découvre une représentation extraordinaire qui donne une toute autre interprétation du dragon, qui n'est plus le temps, qui n'est plus seulement cette créature matérialisant la nature, et qui est peut-être une créature qui est comme quelque chose une notation astronomique, quelque chose qui permet de se repérer dans le ciel. Alors, revenons à cette découverte. Donc, je vous dis à peu près 4000 ans avant notre ère. Pourquoi c'est à peu près ? Parce que vous savez que c'est l'un des problèmes de l'archéologie dans le monde entier, mais vous imaginez bien que dans un pays comme la Chine, en plein développement depuis le milieu des années 1980, chaque chantier qui s'ouvre éventre des couches et des couches d'humanité enterrées. C'est-à-dire que les fouilles de sauvetage menées dans la plus grande urgence sont légion, et qu'un site aussi important que celui-ci a malheureusement disparu aujourd'hui, puisqu'il se trouve au fond d'un barrage. Encore un, me direz-vous. Donc la fouille a été faite très rapidement. Les relevés ont été aussi, peut-être un petit peu bâclés, et surtout, on ne peut plus aller rien vérifier, puisque les eaux ont forcément tout effacé. Donc, il faut s'en tenir à ces photos, comme celles que je vous présente, qui sont mauvaises, qui sont celles que l'on voit partout, dans certaines publications très tramées, ou sur Internet, où elles ne valent pas mieux. Mais on n'a pas autre chose. Mais alors, ce qui est intéressant, donc c'est pourquoi la date est forcément approximative. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc le squelette d'un homme, et de part et d'autre de cet homme, dont la tête est placée vers le nord, donc il regarde vers le sud. Cela veut dire qu'il a, sur sa droite, vers l'ouest, il a un animal étrange qui a été interprété comme un tigre, je dirai pourquoi après, et sur sa gauche, il a une créature qui est beaucoup plus identifiable par rapport à nos repères d'aujourd'hui, et qui est un dragon, et qui sont réalisés d'une façon très simple. Ce sont des assemblages de pierres, et on en trouve d'autres avec des assemblages de coquillages qui sont simplement posés légèrement enfoncés dans la terre. Et alors, pourquoi, vous disais-je, alors, vous voyez, par exemple ici, une page d'un rapport, une page d'une revue archéologique qui rend compte de cette fouille, et qui a tendance à délirer. On ne sait pas qui croire entre la photo et le dessin tel qu'il a été, le relevé tel qu'il a été fait très vite par des archéologues qui sont parfois des archéologues en herbe. Et ici, on a même cru pouvoir indiquer qu'un personnage chevauchait le dragon. Bon, personne ne pourra jamais rien vérifier. Mais ce qui est important, c'est que ce site ait été repéré, qu'il ait existé, et cela nous renvoie à quelque chose que nous verrons la prochaine fois, qui est le dragon, comme je dirais en termes modernes, un système de guidage dans les étoiles. Et c'est là aussi
l'une des vertus du dragon. Le dragon chinois n'est pas seulement une créature terrestre, ni une créature qui vit dans la mer ou dans les fleuves, dans les eaux, c'est une créature céleste. Et c'est pourquoi il symbolise, le dragon masculin, le dragon féminin, symbolise la création de tous les êtres dans le vide médian du ciel, car le dragon, c'est aussi un symbole des énergies célestes. Il semble qu'à un moment donné, ça a été aussi, on l'a plaqué sur les étoiles et il a été l'un des symboles qui permettait de montrer où étaient l'Orient et l'Occident comme système de repère nécessaire, bien sûr, non seulement aux morts, dont on sans doute on imaginait, puisqu'on les a enterrés avec tant de soins et avec toutes ces images, et on imaginait sans doute qu'ils devaient parcourir un long chemin avant de trouver leur destination finale qui leur serait attribuée par des forces supérieures. Et c'est vraisemblablement à cela qu'ont servi dans un premier temps ces dragons et ces tigres qu'on voit donc en liaison avec la mort. Mais il servait aussi à d'autres personnages qui sont, eux, en principe bien vivants, même s'il peut leur arriver des accidents. Ce sont les chamans. Vous savez que les chamans, ils existent toujours en Chine. On en trouve le soir absolument à tous les coins de rue. Et, enfin, en cherchant bien, mais on les trouve assez facilement tout de même. Et ce sont eux qui interviennent quand la science ordinaire humaine ne sait plus soigner les corps, soigner les âmes. Donc le chaman est théoriquement un être qui a la possibilité, il a la sensation de pouvoir se dédoubler, c'est-à-dire envoyer son âme parcourir des univers inconnus de très hautes sphères célestes. Et là, il doit se repérer, puisque son action n'est utile qu'à partir du moment où il a joué son rôle de messager, c'est-à-dire quand il a pu aller trouver les ancêtres ou les divinités que les vivants lui demandent de consulter, à partir du moment où il a pu poser la question, puis revenir après sur Terre. S'il se perd dans le ciel, s'il ne revient jamais sur Terre, son corps meurt, disparaît, et il n'aura pas apporté la réponse. Donc, on pense que c'est cela aussi le rôle du dragon. C'est quelqu'un qui guide les âmes, non seulement des morts, mais aussi des vivants, sous la forme des chamans. Et puis, alors, tout à fait récemment, dans les années 2000, en 2004 ou 2005, je crois, on a fait une découverte sur un site historiquement très important, c'est-à-dire une capitale de la fin de l'époque des Shang, une capitale d'environ 1200 avant notre ère, dans la région du Henan, c'est-à-dire la région moyenne, le cours moyen du fleuve Jaune. On a découvert cet objet, là aussi, pour toujours les mêmes raisons, je le présente sous l'aspect d'une photo assez mauvaise, cet extraordinaire objet d'à peu près 70 cm de long, qui est composé de à peu près 2000 minuscules plaques de turquoise, bon là c'est un peu trop vert à l'écran, qui était posé, cet objet était posé en travers d'un squelette, c'est-à-dire elle avait été posée vraisemblablement sur la taille d'un défunt. Alors, comme toujours dans ces cas-là, la première réaction des archéologues chinois, c'est de s'extasier en disant c'est une découverte merveilleuse, voici enfin un dragon de l'époque des Shang, qui est un dragon qui n'est pas lié au bronze, qui ne court pas sur les flancs des vases de bronze, qui est en somme un dragon presque vivant. Et puis bien sûr, les archéologues occidentaux restent très prudents, disent qu'est-ce que c'est que ça, c'est une invention, c'est un faux. Et puis tout de même, depuis, on a trouvé, non loin de cette zone de cimetière, on a trouvé les ateliers qui permettait de travailler la turquoise. Donc il est très vraisemblable, enfin il est attesté aujourd'hui que c'est une vraie découverte extraordinaire et que cela traduit bien ce qu'était
le rôle du dragon que nous allons retrouver la prochaine fois, jeudi prochain, qui est le rôle du dragon à un moment donné, notamment plus tard, au cours du premier millénaire avant notre ère, il est un protecteur des morts. Alors, maintenant, voici, donc je vous parle toujours de ces tombes anciennes. Je voudrais revenir un petit peu d'une manière archéologique sur le pourquoi, le comment, d'où sortent ces objets. Eh bien, ces objets, nous les connaissons depuis les premières fouilles scientifiques qui ont été menées en Chine à partir de 1929 et qui, à Anyang, donc dans l'ancienne capitale de la fin des Shang, et qui ont permis de découvrir ces tombes. Vous voyez l'image, même si elle est ancienne et un peu floue, ces tombes très profondes dans lesquelles se trouvent des bronzes extraordinaires sur lesquels nous retrouvons les motifs que nous avons vus tout à l'heure. Vous voyez l'œil et le dragon qui, combiné avec cette espèce de ver et un autre dragon et un autre ver, forment ce motif que l'on appelle le taotier. Et tous ces vases, soit de petite taille, soit de très grande taille, celui que vous voyez là par exemple, qui a été découvert en 1977 dans une tombe extraordinaire, puisque d'abord c'est la tombe d'une femme, ensuite c'est une tombe qui était inviolée, ce qui est rarissime. Je crois que c'est encore aujourd'hui la seule tombe inviolée que l'on ait retrouvée pour cette époque. Ces bronzes étaient fabriqués, alors je vous présente une reconstitution telle qu'on peut la voir aujourd'hui au musée de Zhengzhou. Ils étaient fabriqués ainsi à l'aide d'une série de moules à section. C'est un mode, on n'est pas ici pour faire un cours d'école du Louvre, donc je ne suis pas en train de vous faire un cours de technique des bronzes, simplement c'est parce que je voulais donner un petit peu une présence humaine, vous faire sentir tout ce que cela comportait d'importance, ne serait-ce que par le poids de métal engagé. Ce sont des bronzes qui sont très lourds, on n'économise pas le métal. En revanche, et puisqu'on dispose de moules de terre réfractaire d'excellente qualité, utilisant la terre de Leuze de la vallée du fleuve Jaune, on crée des moules qui permettent des décors d'une extrême finesse, comme vous le voyez là, et vous retrouvez comme toujours notre taotier. Mais si je vous le montre ici, c'est pour attirer votre attention sur la lecture de ces motifs anciens. Il faut regarder de près. Vous pouvez avoir l'impression que ce décor-là, enfin cette représentation-là est la même que celle-ci. Eh bien, pas du tout. Ici, vous avez... Attendez, ma flèche est partie. Non, là, voilà. Et ici, vous avez une seule patte, un animal passant vers la droite avec une seule patte, c'est un dragon. Ici, vous avez des animaux qui peut-être ressemblent un peu, encore qu'ils ont la queue qui s'enroule, mais ils ont deux pattes, ce sont des tigres. Et ça, c'est une espèce de glissement vers la signification symbolique. C'est-à-dire que peu à peu, en avançant dans le temps, vous verrez que les éléments se simplifient, se symbolisent de plus en plus, enfin se géométrisent de plus en plus, mais on les repère toujours à travers des signes comme celui-ci, une patte ou deux pattes, et vous changez tout à fait de catégorie, même si cela vous renvoie à des lieux de l'univers. Et puis, pour vous faire comprendre, donc très, très rapidement, puisque nous avons d'autres choses à voir, donc un croquis représentant ce taotier, je pense ici d'une façon très claire, vous avez l'arête centrale, le dragon passant vers la gauche, le dragon passant vers la droite. Et puis, il ne faut pas confondre, là non plus, ça c'est la gueule ouverte et la patte unique, la patte griffue et unique que vous voyez là. Et ça, ce n'est pas une patte, c'est la mâchoire inférieure. Ah, c'est un petit cours de lecture pour vous y retrouver parmi tous les hybrides chinois. Alors, en voici quelques exemples. Donc, un très bel exemple pris sur les extraordinaires bronzes du musée de Shanghai, dont les plus beaux ont été d'ailleurs exposés
au musée Cernuschi il y a une dizaine d'années. Je vous recommande la lecture du catalogue d'Alain Toth. Et puis, cette fois-ci, donc au British Museum, vous voyez, vous pouvez en voir en Europe. Alors, cette fois-ci, des images prises au musée d'Anyang qui vous montrent toujours la gueule d'une façon très claire, et puis le dragon et la patte et la queue qui s'enroule. Et puis bien sûr, ce thème du masque animalier qui lui figure sur des casques. Les bronzes archaïques chinois, ce ne sont pas seulement les énormes chaudrons, les coupes à boire, les vases à conserver l'alcool qui servent pour le banquet offert aux défunts ou aux ancêtres. Le bronze, ce sont aussi les armes et tout ce qui sert à se protéger. Donc en voici d'autres exemples. Voici une reconstitution au musée d'Anyang consacrée à Phou-Rao, une reconstitution de la tombe de cette fameuse reine dont je vous parlais il y a un instant, avec tous ces jades, et vous voyez tous les... Juste pour vous vous donner une idée de ce que sont les supports sur lesquels nous trouvons ces motifs énigmatiques. Ils ont forcément un sens puisqu'ils sont sur des objets qui ne sont pas des objets quotidiens. Ce sont des objets que les grandes familles faisaient couler et conservaient dans leur temple des ancêtres pour honorer les ancêtres. Et quand quelqu'un d'important mourait, on en plaçait un certain nombre dans sa tombe. Et le rituel du banquet est le lien, et presque encore aujourd'hui, le lien le plus sûr entre les générations. Au passage, bien sûr, nous sommes dans un monde de l'âge du bronze avec des sacrifices humains et animaliers, des hommes et des chiens qui accompagnent la défunte. Sur ce récipient à conserver l'alcool en forme de maison, il est très intéressant. Donc vous voyez les différents, donc le taotier ici, et puis le masque un peu différent qui apparaît là. Et ce vers quoi je voudrais attirer votre attention, c'est la combinatoire, parce que nous ne sommes pas en train de faire une recherche archéologique, et simplement il y a des combinatoires entre des thèmes assez naturalistes comme celui-ci, et puis d'autres qui sont tout à fait symboliques comme celui-là. Et si vous regardez l'image suivante, vous voyez apparaître ce qui est très rare, et c'est une particularité de la tombe de Phou-Rao. Bon, pour ceux que ça intéresse, je pourrais en dire un mot. On voit apparaître des yeux qui sont presque humains, une image terrible, mais si vous regardez tous les éléments, la barbe, c'est aussi une écaille qui peut évoquer aussi soit une cigale, comme disaient les amateurs autrefois, soit justement ces vestiges des insectes qui manifestent la transformation. Et de même ici, vous voyez apparaître dans les hauteurs toutes sortes de créatures dragoniformes, c'est-à-dire qu'il y a constamment un passage de l'un à l'autre. Alors, bon, encore une autre image où vous voyez cette fois-ci les oiseaux entrer, j'allais dire, dans la danse, dans l'image du bas. Et cela correspond, les archéologues ont pu établir aujourd'hui que cela correspond à un changement du rituel qui commence à la fin des Shang et qui aboutit donc dans le premier quart du premier millénaire avant notre ère, qui aboutit à l'époque des Zhou. Alors, vous remarquerez que dans tout cela, je vous ai parlé de créatures étranges, c'est normal que nous parlons d'hybrides, mais l'humain, dans cette aventure, est fort peu présent. Et c'est l'une des caractéristiques de l'iconographie chinoise antique, c'est que, en tout cas en Chine du Nord, l'humain n'est que très peu représenté, ou il est représenté dans une position inférieure. On le voit beaucoup mieux représenté, comme vous le voyez ici,
à gauche, et à travers cette très célèbre pièce du musée Cernuschi, il est beaucoup plus représenté dans la région du sud. Vous voyez, nous sommes au Hunan, c'est-à-dire dans la région du centre-sud de la Chine, ou bien, vous voyez sur les faces de ce très célèbre vase qui est venu à Paris pour la première fois en 1973. C'était la première fois que des objets de fouille quittaient la Chine. Et vous voyez sur les faces de ce vase ce visage qui a l'air un peu étonné, un peu statique. Et quand l'homme apparaît sur des bronzes archaïques de cette époque, il est toujours dans une situation soit de soumission, comme l'est l'homme pour la tigresse, encore qu'il soit, contrairement à l'habitude, il ne soit pas nu mais habillé, et il a l'air finalement beaucoup plus protégé que terrifié, mais il n'est pas le maître du monde. Il est une partie du monde. Et cela nous renvoie encore à l'un de ces fondamentaux de la philosophie chinoise que l'on voit donc naître dans cette iconographie ancienne, c'est que l'homme en lui-même n'existe pas. Il n'existe que dans la mesure où il est intégré dans un réseau qui est le réseau de l'univers. Et sinon, il est perdu ou placé en très mauvaise posture. Et en très mauvaise posture, eh bien, vous le voyez ici, alors repérez bien, il y a deux pattes, donc ce sont des tigres qui sont en train, semble-t-il, de dévorer un homme. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire dans les dernières minutes qui nous restent, c'est que lorsque l'homme apparaît dans ce monde des significations de la Chine antique, qui est notre sujet de ce soir, l'homme, il y est minimisé. On voit très bien, on comprend pourquoi encore aujourd'hui, les philosophes chinois disent que nous sommes des éléments au milieu d'un réseau et que c'est ce réseau qui nous englobe et nous définit. Alors, certains archéologues pensent que c'est peut-être plus simple que cela, que tout simplement en Chine du Nord, la figure humaine était taboue, ce qui est possible aussi. Mais ce qui est sûr est que lorsque la figure humaine apparaît, c'est toujours dans une situation de terreur et ça ne va pas forcément s'arranger, comme vous allez voir dans les images qui suivent. Alors là, je commence. Et donc, je vous ai parlé de cette civilisation du bronze de l'époque, la fin de l'époque des Shang, du début de l'époque des Zhou, qui se développe dans la région du cours moyen du fleuve Jaune et qui est à l'origine, à travers l'écriture qui est considérée comme à l'origine de ce qui deviendra plus tard un État chinois, que l'on peut considérer comme tel à partir de la fondation de l'Empire. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres civilisations à l'époque sur l'ensemble de ce territoire chinois qui est vaste comme un continent. Il y en avait au moins deux autres. Et l'une de ces autres civilisations du bronze, parfaitement contemporaine, c'est-à-dire entre 1200 et 1000 avant notre ère, c'est la célèbre civilisation de la région de Tinsha et de Sanxingdui au Sichuan, c'est-à-dire la province du centre-ouest chinois. Certains d'entre vous ont peut-être vu en 2003, je crois, une magnifique exposition faite par Alain Toth à la salle Saint-Jean de la mairie de Paris et qui présentait les pièces que j'essaye de vous montrer ici. Alors ces pièces, elles sont intéressantes parce qu'elles nous montrent justement, face à cet univers des hybrides de la région du fleuve Jaune, qui sont des hybrides empruntant leurs éléments au monde animalier et combinant toutes les forces de la nature pour dire la puissance et sans doute les chemins de cette nature, comment s'y diffuse la vie, eh bien, à la même époque, il y avait une autre culture qui, elle, faisait une part plus belle à des formes que je n'ose pas dire humaines, mais qui sont humanoïdes, comme celles que vous voyez ici.
Mais ce sont tout de même des personnages à l'aspect extraordinaire. Donc il y a une quarantaine de têtes de ce genre ou de masques qui ont entre 15 et 40 ou 50 cm de hauteur. Et ce qui est très curieux, ce sont leurs sens extrêmement développés, leurs yeux exorbités, leurs oreilles étendues comme des pavillons acoustiques, la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Donc ce sont des créatures qui peut-être ont des pouvoirs. Là encore, c'est une société dont on avait tout oublié, qui a été redécouverte en 1986. Donc vous voyez, par rapport à l'univers archéologique, c'est très récent. Et ces pièces de plus avaient été jetées dans des fosses. Vous les voyez là. Alors c'est très curieux, parce que pour une fois qu'on trouve des images qui ont tout de même un aspect humanoïde, on les retrouve jetées dans des fosses, et certaines pièces d'entre elles ont été battues. Il y a un grand homme que je vous montre l'un de ces personnages. Ils ont été battus, ils ont été à moitié brisés, comme si on avait voulu s'en séparer, leur reprocher des choses. C'est l'un des mystères de ces hybrides de l'Antiquité que vous voyez ici, combinant des formes animalières et faisant apparaître l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette Chine disons pour simplifier, de l'an 1000 avant notre ère que nous regardons aujourd'hui, tout ce qui communique en faisant intervenir directement l'homme est terrible. L'image humaine, vous la retrouvez sur les haches, comme ici, et pas n'importe quelle hache. Ce sont les haches huées, les haches qui servaient à décapiter les ennemis ou les condamnés, et qui sont bien sûr toujours présentées dans le sens, si j'ose dire, de l'utilité, c'est-à-dire quand la lame tombe sur le cou. Vous voyez, là, il y a une forme humaine. Ce n'est pas seulement une extrapolation de rêveur. Voici ce que l'on peut trouver photographié au musée de Zhengzhou, c'est-à-dire un chaudron dans lequel se trouvent deux crânes de malheureux humains qui ont dû perdre la vie vers 1100 ou 1000 avant notre ère. Donc, pour terminer, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que la vie bénéfique dans l'Antiquité, elle s'inscrit dans le cadre de représentation qui exclut l'humain, n'apparaissant que peut-être sous une forme politique qui est celle de l'expression de la puissance, de la capacité à imposer des lois, ou du moins une autorité. Lorsqu'il s'agit de dire le bien, de dire ce qui va permettre peut-être d'aller vers l'autre vie ou de protéger vers l'autre vie, on fait appel à d'autres créatures. C'est pourquoi certains archéologues aujourd'hui se demandent, alors je reviens très vite en arrière, si ce n'est pas l'homme qui est représenté dans des figures comme celle-ci, parce que c'est la figure de la puissance, mais de la puissance bénéfique, alors que l'homme, quand il apparaît, est celui qui donne la mort. Et je vais m'arrêter ici. La vraie vie, en tout cas la vraie vie, plus encore que dans le taotier, elle s'exprime dans ces formes de jade. Vous voyez l'un de ces petits jades que l'on a trouvé toujours dans la tombe de cette femme que l'on appelle Furhao. C'est cette tombe que je viens de vous montrer, dans laquelle vous avez vu aussi des hommes sacrifiés, des chaudrons, des jades. Eh bien, on trouve parmi ces jades un certain nombre de pièces extraordinaires, jamais vues ailleurs, et en tout cas l'une des premières formes complètes en ronde-bosse du dragon, qui devient sans doute à ce moment la véritable expression de la vie. Alors pour savoir ce qu'il devient après, eh bien si cela vous intéresse, je vous donne rendez-vous à jeudi. Je vous remercie de votre présence.